Event News TV. New York. Paris. Abidjan. Bamako. Londres. L'AIRD, le parti politique du ministre Kaye Eric, se restitue au niveau de l'Europe. Le samedi 22 février 2014, à l'occasion d'une importante réunion, de nouvelles nominations ont été faites au niveau de la direction en Europe. Pascal Bonnet, précédemment AIRD France, a été promu au poste de délégué général Europe du parti. Autre recrue de choix, les nominations de M. Raphaël Adjobi au poste de délégué général AIRD France et de M. Geziao Raymond comme président des jeunes de l'AIRD. Au terme de cette réunion, nous avons eu sur notre plateau, en toute exclusivité, le ministre Kaye Eric qui parle de la crise ivoirienne. Téléspectateurs d'Event News TV, bonjour. Nous sommes en compagnie du ministre Eric Kaye, qui est le président de l'AIRD, un mouvement politique qui est né en Côte d'Ivoire. Et nous avons l'occasion d'échanger avec lui sur l'actualité politique, mais surtout sur la structuration de son parti en France et surtout aussi en Europe. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, cher ami. Oui, en fait, on peut dire que le parti prend ses marques après donc un travail de terrain, un travail de fond, où on n'a pas voulu faire dans le spectacle, nous avons voulu faire dans l'efficacité. Et les hommes et les femmes qui ont bien voulu faire confiance à notre parti politique, après la lecture de son manifeste, après la lecture de son projet de société, sont aujourd'hui appelés à prendre des responsabilités. Et je me réjouis que les choses se passent assez bien. Nous prenons donc nos marques en Europe et plus particulièrement en France. Vous parliez tantôt de plusieurs régions qui devraient être pourvues en hommes. Est-ce que vous pensez pouvoir y arriver? Oui, nous avons découpé donc la France en 8 zones, dont la zone 1, l'Île-de-France, parce que c'est quand même une zone géographique particulière. Les autres zones sont composées donc de plusieurs régions. En moyenne, nous avons donc 3 régions, 3-4 régions par zone, donc nous avons donc 8 zones. Et sur ces 8 zones, je peux vous assurer déjà que la zone de l'Île-de-France est pourvue, celle qui regroupe donc la région de Bourgogne est pourvue, celle donc qui regroupe la zone de Nice est pourvue. Donc déjà, nous avons en plus aussi celle de Rhône-Alpes est pourvue, donc nous avons déjà la chance d'avoir des représentants dans 4 zones sur les 8 que compte la France dans notre découpage. En plus, vous avez choisi le responsable Europe de l'AIRD, vous allez très vite. Non, ce n'est pas très vite. Disons que l'AIRD existe même depuis 2006. C'est bien de poser la question. Au contraire, nous sommes allés trop lentement au bout de nos militants et au bout de nos responsables. Et nous n'avons fait que confirmer une nomination. Vous savez que pendant la campagne de la majorité présidentielle, Pascal Bonnet, qui est le responsable de l'AIRD Europe, s'est illustré par un travail de qualité. Et sa discrétion, qui est conforme à la philosophie de l'AIRD, n'a pas permis donc d'être, disons, au premier rang d'un certain nombre d'activités de la LNP, mais en tout cas, vous, journalistes, vous le connaissez mieux que moi, donc ce n'est que la confirmation. Il faut noter que notre ami Raphaël Adjobi, qui est professeur, comme vous le savez, à Joigny, donc dans la région de la Bourgogne, nous a rejoints après plusieurs mois de discussions et d'échanges, après plusieurs mois de travail aussi, parce qu'il était au déjeuner de Noël de l'AIRD, dont il a été donc le maître d'œuvre en tant que responsable pressenti pour le faire. Donc je ne pense pas que nous allions trop vite, nous allons même trop lentement, je pense au bout de nos militants. Et je pense que c'est tant mieux que nous puissions aller trop lentement. Cette réunion se tient aujourd'hui à huis clos entre les responsables qui ont été désignés. D'autres auraient choisi la formule d'un grand rassemblement pour présenter, mais ça viendra. C'est-à-dire qu'on essaie de discuter, d'aller, comme le dit le président Laurent Gbagbo, doucement, nous sommes pressés. Si vous le permettez, monsieur le ministre, nous allons croquer avec vous l'actualité politique en Côte d'Ivoire, si vous le souhaitez bien entendu. Et la première question qui nous vient à l'esprit, c'est celle du fils du président Laurent Gbagbo,
qui a été récemment arrêté puis relâché. Il devait venir répondre à une convocation de la justice française. Il a été empêché de sortir du territoire. Quel est votre commentaire de cet état de fait? Mon commentaire, c'est un profond regret de ce que la Côte d'Ivoire, d'une façon globale, est devenue, c'est-à-dire un état de non-droit. L'existence de centaines de cadres en exil et même l'illustration de cette situation. Si la Côte d'Ivoire n'était pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la place d'un leader politique, d'un chef de parti politique, soit d'être en exil? J'ai donc beaucoup de tristesse par rapport à cette situation. Et je voudrais dire à mon jeune frère Michel, tous mes encouragements, cela fait partie de la lutte. Et ceux qui aujourd'hui ne comprennent pas le sens de nos combats devraient savoir que le combat que nous menons aujourd'hui est au profit de tout le monde et de tous les Ivoiriens. Demain, lorsque Amadou Gon, qui est aujourd'hui secrétaire général de la présidence, ne sera plus au pouvoir et que l'exécutif qui sera en place refusera l'exercice de ses droits, nous serons encore là pour les défendre parce que nous sommes les défenseurs des droits de l'homme. Demain, lorsque un militant du RDR dans un hameau se sentira, disons, menacé dans ses droits, nous serons toujours là en tant qu'Ivoiriens, en tant que démocrates, en tant que défenseurs des droits de l'homme pour défendre ces droits-là. C'est un mauvais signal, à mon avis, pour la classe politique ivoirienne, parce que ça peut vouloir obliger certains à s'accrocher au pouvoir. Vous savez, c'est quand on sait ce qui est fait aux hommes politiques qui ont gouverné, que ces gens se disent, si je quitte le pouvoir, ce qui va m'arriver sera dangereux. Ils refusent de quitter le pouvoir. C'est parce que l'esprit républicain et le pacte républicain que l'AIRD appelle de tous ses voeux n'est pas aujourd'hui... Oui, mais monsieur le ministre, on va vous interrompre. Quand vous parlez de refus de quitter le pouvoir, vous impliquez aussi Laurent Gbagbo? Non, c'est ce qu'on lui reproche. Non, je ne l'implique pas. Je veux dire qu'il faut savoir que je parle d'une façon globale. En Afrique, les longévités politiques sont liées au fait que les gens qui sont au pouvoir craignent de le quitter de peur d'être maltraités. C'est ce que je dis. Je ne dis pas que... Oui, mais la communauté internationale dit que Laurent Gbagbo a refusé de quitter le pouvoir. La communauté internationale sait bien ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire. Elle sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a des institutions qui décident de qui a gagné les élections et que ces institutions ont pris une décision. La communauté internationale en a pris une autre. Et elle en a certainement voulu à Laurent Gbagbo de l'avoir défié. Et elle sait aujourd'hui la réalité de ce qui s'est passé exactement en La réalité, c'est quoi? Qui est-ce qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire? Vous avez été aux affaires avec Laurent Gbagbo, vous êtes une haute personnalité de la Côte d'Ivoire. Qui est-ce qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas Kaïrik de dire qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Dernière préoccupation, monsieur le ministre, et c'est sur ça que nous allons nous quitter. L'actualité brûlante en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la maladie et l'absence prolongée du président Ouattara en Côte d'Ivoire. Et puis évidemment, cela pourrait ouvrir une crise institutionnelle parce qu'on a vu qu'à l'Assemblée nationale, les députés du PDCI ont refusé de statuer sur des projets de loi qui ne portaient pas sa signature. D'abord, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'aujourd'hui, on n'a aucune information viable sur le bulletin de santé du président Ouattara? Cela pose l'éternel problème de la transparence sur la santé des chefs d'État dans les pays en voie de développement. C'est regrettable. Vous me direz bien sûr que les bulletins de santé ne reflètent toujours pas la réalité, mais au moins cela engage l'honorabilité, la crédibilité des médecins qui les produisent. Je le regrette formellement. Les députés du PDCI ont pris sur eux donc, de ne pas engager les débats et leur vote sur des projets de loi qui ne portent pas la signature du président de la République. Je respecte aussi cette décision. Il appartient donc, comme je l'ai indiqué dans une de mes interventions, au pouvoir donc, RHDP de trouver les mécanismes institutionnels et réglementaires, constitutionnels pour assurer la continuité de l'État en l'absence donc du chef d'État. Et je maintiens, disons, mon appel à la prière pour la guérison rapide du chef d'État. M. Alassane Ouattara est avant tout un père de famille, il est un époux. J'ai de la compassion pour son épouse aujourd'hui qui est dans le désarroi. J'ai de la compassion pour l'ensemble de ces militants qui sont dans l'inquiétude. Et je ne pense pas que, pour moi qui suis natif de Dioko et qui connais les souffrances les plus terribles, je puisse souhaiter ça à mon plus grand ennemi. Je ne pense pas non plus que
la politique, ce soit de rendre aux autres ce qu'ils vous ont fait. Je pense que la hauteur d'esprit qui a toujours caractérisé Laurent Gbagbo dans l'exercice du pouvoir et que nous avons donc retenu de lui, cette hauteur d'esprit voudrait donc que nous puissions apporter aux autres ce que nous n'avons pas eu. J'ai vu des gens nous moquer, j'ai vu quelquefois des gens défier Dieu pour dire que nous avons eu confiance en Dieu et que nous payons le prix de notre naïveté, de notre foi. Mais je prie que le même Dieu ait sa main puissante sur le chef d'État qui lui apporte la guérison, afin que dans le silence de sa maladie, il puisse aujourd'hui découvrir la magnanimité de Dieu, qu'il puisse toucher le cœur de tous les extrémistes de son pouvoir, pour qu'ils comprennent que nous sommes avant tout, avant d'être des adversaires politiques, que nous sommes avant tout des frères et des sœurs. Et que cette fraternité et cette Côte d'Ivoire de l'hospitalité puisse revivre. Que nous ne puissions pas seulement nous abriter derrière le discours vertueux et la psychologie de l'Occident qui se contente simplement des déclarations d'intention et qui ne regarde pas la réalité. Que nous puissions sortir des discours vertueux pour juste poser des actes d'amour et des actes qui construisent la nation, et que nous puissions sortir des politiques de clan pour vraiment bâtir une politique qui soit une politique de nos nations. Nos nations sont trop fragiles, elles ont des institutions qui sont encore trop jeunes, et nous avons besoin donc, à partir de ce moment, des leaders qui aient une vision du rassemblement, une vision de l'éthique, une vision de l'exemplarité. Retenons ceci quand même. Lorsque quelqu'un a faim, vous lui donnez de la nourriture. Lorsque quelqu'un est nu, vous lui donnez un vêtement pour se vêtir. Lorsqu'il a froid, vous lui donnez une couverture. Quand il n'a pas d'amour, qu'il a de la haine, ce n'est pas de la haine qu'il faut lui donner. Donnez-lui de l'amour. Et c'est au nom de cet amour que son cœur se brisera et qu'il saura qu'il est dans un pays dont les filles et les fils sont remplis d'amour, et que Félix Houphouët-Boigny est la propriété de chacun de nous. Et nous enseigner la paix, et que nous devrons donc prolonger donc cet amour de la paix là. Je pense que parfois nous avons coutume de dire à l'AIRD qu'il y a les oufouettistes qui se servent donc de l'image du fouette pour asseoir un pouvoir. Soyons des oufouetticiens nous autres, que nous servons de notre bien commun que Félix Houphouët-Boigny pour pouvoir vendre au monde un modèle de paix et un modèle de développement dans la cohésion. Merci, monsieur le ministre. Alors, vous parlez d'amour et je crois qu'on ferait mieux de conclure justement par ça. Quand allez-vous saisir la main tendue des autorités pour entrer au pays? Lorsque les autorités m'ont donné la preuve que cette main tendue est une main sincère, je suis prêt à l'entrer au pays. La sincérité de cette main doit se traduire aussi par les gestes forts en direction de tous ces jeunes qui sont aujourd'hui dans les camps de réfugiés, dans les pays limitrophes, de toutes ces populations qui souffrent, de tous ces paysans expropriés de leurs terres et qui ne savent pas, disons, à quel sens se vouer, de toutes ces personnes dont les droits sont bafoués au quotidien. C'est mon souhait, parce que, comme je l'ai dit, Kaïrik rentrant à Abidjan et laissant derrière lui Issa Coulibaly Malik, laissant derrière lui Sédou Soro, laissant derrière lui tous ces frères et sœurs aujourd'hui à lesquels nous avons vécu le quotidien de l'exil, ne me paraît pas productif. Bien au contraire, c'est contre-productif pour ce que je suis en mesure d'apporter à mon pays. Parce que si je perds un exilé qui rentre en ayant perdu sa crédibilité, devient inutile au pouvoir. Nous avons cette phrase qui dit « Lorsque vous êtes renié, vous devenez inutile pour vous-même, mais inutile aussi pour ceux pour lesquels vous êtes renié. » Je demeure, disons, président de l'AIRD tant que mes amis me feront confiance. J'ai accompagné Laurent Gbagbo dans l'exercice du pouvoir, même si je ne suis pas quelqu'un du FPI. Je voudrais humblement et avec toute la modestie qui se doit assumer cette part de responsabilité et reconnaître les erreurs qui ont pu être les nôtres, mais que l'on ne fasse pas de nous, disons, la cause de tous les malheurs de la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire que la Côte d'Ivoire ne reste pas ce pays où ce qui est mal devient bon, ce qui est, disons, haïssable soit brandi comme le modèle, et que nous puissions nous asseoir sincèrement à travers cette main tendue pour définir ce que nous appelons le pacte républicain, qui fixe des limites et une ligne rouge à chacun de nous pour rester sur le plan des valeurs républicaines. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Téléspectateurs de 20 minutes TV, merci. Merci pour votre fidélité.